Bonjour et bienvenue dans Quoi de neuf en histoire. Je m'appelle Rassan Moubarak et je suis docteur, mais pas en histoire. Dans ce podcast, je reçois des écrivaines et des écrivains pour nous parler d'histoire à l'occasion de la sortie de leur dernier ouvrage. Mon invité aujourd'hui est Pierre Mananti. Vous êtes actuellement conseiller politique de la ministre du Logement, ancien collaborateur parlementaire à l'Assemblée nationale et au Sénat, et parallèlement à ces activités, vous êtes historien, spécialiste d'histoire politique et plus particulièrement du gaullisme. Votre dernier livre, Histoire du gaullisme social, est paru aux éditions Perrin. Il est préfacé par Hervé Guémard, président de la Fondation Charles de Gaulle. C'est une maison à laquelle vous êtes très attaché. Quand est-ce que vous êtes tombé dans la marmite du gaullisme ? Oui, c'est une vieille histoire qui a en réalité débuté en 2013. À l'époque, étudiant à l'École normale supérieure, je me rends à la Fondation Charles de Gaulle, rue de Solferino, à Paris, qui conserve les archives du général de Gaulle, de ses différents partis, d'un certain nombre de ses collaborateurs. Et arrivé à cette fondation, je rencontre un certain nombre de personnalités, pour beaucoup disparus aujourd'hui. Je pense en particulier à des gens comme Michel Onfroy, Gilles Le Béguec, mais pour d'autres encore en vie et encore actifs dans l'histoire du gaullisme. Je pense en particulier à quelqu'un comme David Valence, qui est aujourd'hui maire de Saint-Dié dans les Vosges, vice-président du conseil régional Grand Est, mais qui est aussi un spécialiste de cette histoire contemporaine du gaullisme. Je pense à quelqu'un comme Arnaud Tessier, qui est aujourd'hui président du conseil scientifique de la Fondation. Et donc, dans ce milieu où j'arrive, curieux du gaullisme, curieux de la personnalité du général de Gaulle, comme de nombreux autres historiens de mon âge, j'ai eu la chance d'être parrainé, encouragé dans mes études, accompagné aussi dans la recherche sur archives et finalement vous l'avez dit très bien, de tomber dans cette marmite du gaullisme dans laquelle on ne ressort jamais vraiment puisque presque 10 ans après cette arrivée dans les lieux, eh bien ma foi, j'ai eu la chance de publier un premier livre, un certain nombre d'articles universitaires et j'en prépare actuellement un second, toujours sur ce grand thème du gaullisme. Comment vous définissez le gaullisme aujourd'hui ? Alors, je crois d'abord que, en fait, il y a une variété de formes et de compréhension derrière le mot de gaullisme. C'est d'abord, pour prendre la définition la plus simple et la plus unanimement partagée, l'action et la pensée du général de Gaulle. La pensée, donc tout ce qui se rattache à sa compréhension du monde, sa lecture, ses écrits, et puis l'action. Comment a-t-il mis en œuvre, comment a-t-il retouché, amélioré, comment s'est-il aussi contredit dans la mise en œuvre de cette pensée? Et donc le gaullisme, ça désigne d'abord De Gaulle et l'étude de De Gaulle. Quel est son modèle intellectuel? Quelle est son enfance? D'où tire-t-il ses idées? Quelles rencontres a-t-il faites? Quelle politique a-t-il mis en œuvre? Et puis une fois De Gaulle disparu, l'icône politique qu'il était, et qu'il continue d'être 50 ans après sa disparition, pour des gens de droite mais aussi pour des gens de gauche, cette icône politique a laissé derrière elle un mouvement de pensée, un mouvement politique, le gaullisme, qui est devenu ce qui se rattache au général de Gaulle. Et là, l'histoire étant une lecture à la fois objective sur des archives, sur des sources, mais aussi une lecture subjective, passionnée, personnelle, passionnelle, ça a mené à différentes visions du gaullisme, différentes interprétations, les uns et les autres se disant gaullistes parce que se rattachant à toute ou partie de la vie du général de Gaulle. Et donc le travail des historiens aujourd'hui, avec le recul d'objectivité, c'est justement de dépassionner ce sujet, de redonner une lecture objective des choses, de ce qu'a été la pensée et de ce qu'a été l'action du général de Gaulle, et in fine, de donner un guide politique, une clé de lecture pour que tout un chacun puisse s'en saisir et se dire, bah tiens, est-ce qu'un tel ou une telle, lorsqu'il ou elle se réclame du gaullisme, y est véritablement attaché? Et pour conclure en une phrase, lorsque est apparu ce projet d'histoire du gaullisme social, qui est donc paru il y a quelques mois chez Perrin, évidemment, il était totalement connecté à l'élection présidentielle. L'historien que je suis et le spécialiste de ce sujet du gaullisme a voulu, dans une période où tout le monde se dit gaulliste, de personnalités de droite jusqu'à des personnalités de gauche, voire même des personnalités d'extrême droite, il était important pour moi, c'était ma contribution à la fois universitaire, historique, mais aussi ma contribution citoyenne, de produire ce livre en redonnant la définition de ce qu'était le gaullisme, non pas pour donner des brevets aux uns et aux autres de gaullisme, mais plutôt pour que les citoyens qui le souhaitent et les lecteurs lisent ce livre et à l'issue de cette lecture se disent bah tiens, j'ai changé mon regard sur le général de Gaulle, j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas de lui et je ne me laisserai plus avoir par telle ou telle personnalité qui se réclame alors qu'elle est aux antipodes de son projet ou de son idéal intellectuel. Bon, on va reparler du gaullisme aujourd'hui et puis de son évolution depuis 60 ans. Aux origines, il y a bien sûr l'influence familiale.
Charles de Gaulle naît dans une famille catholique influencée par le catholicisme social. C'est un courant de pensée donc de la fin du 19e siècle et qui, vous dites, prend conscience de la misère humaine de certains milieux ouvriers. Est-ce que ce courant de pensée va structurer la pensée idéologique de Gaulle? Oui, tout à fait. Alors, vous avez raison de dire que le général de Gaulle est d'abord marqué par son entourage familial. Il est marqué par deux hommes, principalement son père d'abord, Henri de Gaulle, qui est un enseignant jésuite, qui lui enseigne la foi, la piété, mais aussi le patriotisme, le sens de l'honneur. Et ce père, qui est un homme du 19e siècle, qui a vécu les événements tragiques de la seconde moitié du 19e siècle, et notamment les événements de la Commune de Paris, lorsque le peuple de Paris s'est soulevé, a brûlé des églises, massacré des bourgeois, et ce mouvement de révolte a été réprimé dans le sang. Et le père du général de Gaulle, Henri de Gaulle, est très marqué par ce qu'il a vécu comme le summum de l'affrontement entre les glaces, le point de rupture entre le capital d'un côté, le travail de l'autre. Et finalement, il se dit, est-ce que si on avait plus partagé, on n'aurait pas pu éviter l'horreur qu'a été cette Commune de Paris? Et donc le père du général de Gaulle est très marqué par cela et en conséquence enseigne à son fils le besoin de toujours avoir en garde sur les questions d'égalité, des questions de partage, parce que il estime que le catholique n'est pas seulement catholique dans sa foi ou à l'Église, il est aussi catholique dans sa conception de la société et dans son rapport à autrui. Et c'est ça le fondement de ce catholicisme social, comme il s'appelle et comme vous l'avez rappelé, qui apparaît au XIXe siècle et qui structure la pensée d'un certain nombre de personnalités de droite qui sont conservatrices, comme le père du général de Gaulle ou le général de Gaulle lui-même, mais qui ont ce souci des questions sociales et sociétales. Et la deuxième personnalité, l'entourage du général de Gaulle, qui contribue à lui inculquer ses valeurs sociales, c'est son oncle, qui est aussi son parrain, qui est un monsieur qui s'appelle Gustave de Corbie. Et ce parrain participe à l'époque à quelque chose qui s'appelle les Semaines sociales de France, qui est une sorte d'université sociale itinérante qui promeut cette doctrine du catholicisme social, promeut cette idée que le catholique a aussi un rôle dans la société, dans la cité, à travers les campagnes. Et donc, sous l'influence de ce double modèle familial, le général de Gaulle va voir la société, voir les rapports sociaux entre les hommes et au sein d'entreprises avec cette question de l'égale répartition des richesses, du pouvoir de décider d'entreprise. Et ça va vraiment marquer les différentes idées qu'il aura plus tard. Et puis, le jeune capitaine, puis colonel de Gaulle, lit, rencontre des hommes dans les années 1910, 1920, 1930. Il est en particulier marqué par la lecture d'un homme qui s'appelle Frédéric Leplay, qui est un universitaire du XIXe siècle et qui, dans la même branche de ce courant de pensée du catholicisme social, a imaginé un concept qui s'appelle l'association capital-travail. Alors on est au 19e siècle, c'est l'époque où d'un côté Adam Smith, le modèle du capitalisme, et puis de l'autre Marx, Engels, le modèle du communisme, avec finalement une opposition entre d'un côté le capital qui amène ses capitaux, sa richesse, ses directions organisationnelles, et puis de l'autre le travail, ces travailleurs qui viennent avec la force de leurs bras, et il y aurait une opposition irréductible finalement entre ces deux forces. Et quelqu'un comme Proudhon, d'ailleurs, qui écrit sur ce rapport entre le capital et le travail, dit que la société avance par cette opposition, par cette lutte entre le capital et le travail, et c'est de ça que la société et l'histoire se fait. Et Leplay, lui, au contraire, dit non, la société ne peut avancer que lorsque le capital et le travail se tendent la main, et finalement s'associent et travaillent ensemble. Et il appelle ça le principe d'association capital-travail. Et c'est très intéressant parce que le général de Gaulle, moi j'ai pour les besoins de ce livre repris les centaines de discours, lettres, notes qu'il a fait tout au long de sa vie et qui sont édités en 19 volumes. Donc c'est dire qu'il y a pour les historiens une véritable masse sur laquelle travailler. Et ce concept d'association capital-travail, le général de Gaulle va non seulement s'en inspirer, mais il va aussi le reprendre, en faire le cœur de son discours. On trouve des dizaines et des dizaines d'occurrences de cette notion d'association capital-travail. Et le paroxysme de cela, ce sera, et j'avance un petit peu dans l'histoire, mais lorsqu'il revient au pouvoir, eh bien, en 1945, la création des comités d'entreprise, comment associer les travailleurs à la direction de l'entreprise. Et puis en 1958, quand il revient au pouvoir, et en particulier janvier 1959, les premières ordonnances sur l'intéressement et la participation. Comment faire pour que le travailleur ne soit pas seulement récompensé pour son acte, mais soit aussi récompensé par la réussite de l'entreprise.
Et est-ce que sa pensée et son action vont évoluer dans le temps? Je veux dire, est-ce que le De Gaulle de la Première Guerre mondiale a les mêmes idées qu'à la Libération et les mêmes idées qu'en 58-69 du point de vue social? Oui, alors, oui, le général de Gaulle et le gaullisme ont évolué. Non, les idées du général de Gaulle ne sont pas les mêmes à tous les moments de l'histoire. Le général de Gaulle, jusqu'en 1940, s'intéresse finalement assez peu aux sujets économiques et sociaux. Il a une vision personnelle, mais c'est pas une vision sociétale ou politique. Et d'ailleurs, dans une lettre qu'il écrit à un ami, Jean Auburtin, en 1937, il dit la question sociale, finalement, je n'y connais pas grand-chose. Donc, euh, ça avoue avec beaucoup d'humilité une certaine pudeur sur ces questions qu'il ne maîtrise pas, contrairement, par exemple, aux questions militaires ou dans lesquelles il excelle. Et puis, la Seconde Guerre mondiale oblige le chef militaire, l'officier qui commence la France libre, à s'intéresser à la France libérée, à la France rénovée, au modèle social qu'il faudra mettre en place à la libération. Et donc là, il commence à développer à travers un certain nombre de discours, je pense notamment au discours d'Oxford du 25 novembre 1941, qui est considéré comme la première fois que le général de Gaulle a donné sa vision de la société à rebâtir. Il y pose les fondements de davantage de partage entre le chef d'entreprise et le travailleur, d'une lutte contre la mécanisation du travail, d'un système où il faudrait que les plus vieux, les plus nécessiteux soient continuellement accompagnés. Et ça s'appellera la sécurité sociale à partir de la libération. Donc, c'est vraiment à travers ce texte qu'il pose les premiers fondements de sa vision des rapports sociétaux. Et puis en même temps, pendant la guerre, il a une vision extrêmement dure des entreprises. Il parle des trusts qui ont vendu la France à Hitler, il parle de ces entreprises qui ont trahi, il voudrait une nouvelle révolution nationale, un comité de salut public. Donc il est très anti-patron. Et puis De Gaulle revient au pouvoir, est chassé du pouvoir, ou plutôt démissionne parce qu'il ne partage pas les idées de la gauche, mais quitte le pouvoir parce qu'il ne se trouve plus en adéquation avec le personnel politique à partir de 1946. Et dans l'aventure politique qu'est le Rassemblement du peuple français, qui est le nom du parti qu'il crée en 1957 et qui va vivre jusqu'à la première moitié des années 50, il change ce discours parce que finalement, il minimise la part sociale de son discours et il se rapproche davantage des patrons d'entreprise parce qu'il comprend que son électorat, ses partenaires, ses amis dans cette aventure politique, ce ne sont pas ceux qui pouvaient répondre à son discours des années 1940. Et puis lorsqu'il revient au pouvoir en 1958, à l'issue des événements d'Algérie, eh bien, il y a encore un nouveau gaullisme. C'est encore une nouvelle vision des choses. Et c'est peut-être la vision la plus pure parce que lorsque le général de Gaulle est porté au pouvoir en 1944, il est à la tête d'un gouvernement d'union nationale. Lorsqu'il essaie de reprendre le pouvoir en 1947, il est forcé à des accords, des arrangements, des compromis. Lorsqu'il revient en 1958, il est porté par un élan national. Et donc finalement, il peut mettre en œuvre la politique qui est la sienne sans avoir à négocier, sans avoir à discuter. Et donc c'est intéressant parce que quelles sont les premières mesures que prend le général de Gaulle quand il revient au pouvoir et que personne ne questionne la légitimité politique de son action? Ce sont des mesures sur l'intéressement, ce sont des mesures sur la retraite des vieux travailleurs, ce sont des mesures sur les travailleurs indépendants. Donc ça veut dire que ça n'est pas seulement un calcul politique d'avoir un discours à gauche, d'avoir un discours social pour le général de Gaulle. C'est aussi au fondement de sa pensée et de son action. Et c'est pour ça que lorsque j'ai écrit ce livre, qui s'appelle donc Histoire du gaullisme social, c'est-à-dire finalement histoire des idées de gauche dans le gaullisme, histoire de la représentation sociale et sociétale du gaullisme, j'avais pensé à un moment intituler le livre Histoire du gaullisme, entre parenthèses sociales, parce que toute la thèse de mon travail, c'est de prouver que le gaullisme par essence social, le général de Gaulle était par définition intéressé par ces questions et voulait absolument proposer des choses très concrètes aux Français et aux travailleurs, parce que pour lui, la société heureuse ne pouvait passer que par davantage de partage. On accole l'adjectif social au gaullisme. Est-ce que c'est vraiment indissociable de l'ensemble du gaullisme? Alors moi je pense que le gaullisme, action et pensée du général de Gaulle de son vivant, est un gaullisme social par définition. Oui. Et les différents éléments qu'on a partagés il y a quelques instants en sont des preuves tangibles et de nombreux autres se trouvent dans ce livre.
Après la disparition du général de Gaulle, c'est vraiment là que ce terme de gaullisme social va apparaître. Il y a très peu de mention du mot gaullisme social ou même gaullisme de gauche avant la disparition du général de Gaulle, si ce n'est pour justement signifier un peu les trublions du gaullisme, l'aile gauche des différents partis qui sont un peu les râleurs permanents en désaccord avec certaines politiques du gouvernement. Et c'est vraiment après la disparition du général de Gaulle que ce terme de gaullisme social va prospérer, et ceci pour deux raisons. La première, c'est que après la disparition politique en 69, puis personnelle en 70 du général de Gaulle, celui qui lui succède, c'est Georges Pompidou, banquier, plutôt tenant d'une politique économique libérale. Et donc un certain nombre de gaullistes vont se dire que l'héritage, le vrai héritage gaulliste, il est social, il n'est pas libéral, il n'est pas pompidolien. Et donc finalement, Pompidou aurait trahi l'héritage gaulliste. Il serait le fossoyeur du gaullisme. Et vous avez des personnalités importantes dans la vie du gaullisme. Je pense à quelqu'un comme René Capitan, qui a été garde des Sceaux du général de Gaulle. Donc on parle quand même d'une personnalité de premier plan dans la vie gaulliste, qui, au lendemain de l'élection de Georges Pompidou, édite un journal sur lequel il met en première page une photo du général de Gaulle et le titre « Résistons ». Résistons à Georges Pompidou et aux forces de l'argent, c'est ce qu'il écrit dans son texte, qui sont aux antipodes du projet du général de Gaulle. Et donc ce gaullisme social, à travers des gens comme René Capitan, Louis Vallon, va se développer avec l'idée que Georges Pompidou trahirait cet héritage social du général de Gaulle. Et puis, un peu plus loin dans l'histoire, 1974, Georges Pompidou décède, Valéry Giscard d'Estaing lui succède, et on l'a un peu oublié, mais Valéry Giscard d'Estaing lui succède parce qu'une partie des gaullistes, emmenés par un certain Jacques Chirac, qui a été ministre du général de Gaulle puis de Georges Pompidou, trahit son propre camp, trahit le candidat de son camp, Jacques Chaban-Delmas, qui avait été Premier ministre de Pompidou, et emmène 43 contestataires en soutien à Valéry Giscard d'Estaing. Et de nouveau, alors que Jacques Chaban-Delmas était l'homme de la nouvelle société, on l'appelait ainsi en référence à un discours qu'il avait fait en 1969 où il parlait justement d'une nouvelle osmose sociétale, de casser le régime des castes, redonner confiance à la jeunesse, bref, un discours qui ne déplaisait pas aux gaullistes de gauche. Eh bien, de nouveau en 1974, cette tendance gauche du gaullisme se sent trahie. Donc les gaullistes sociaux vont vraiment vivre avec la double douleur d'avoir été, c'est leur sentiment en tout cas, d'avoir été trahis en 69 et en 74 et d'être les seuls à défendre le vrai gaullisme originel, un gaullisme pur, un gaullisme social par définition. Et dans cette aventure, il y aura deux types de personnalités, celles qui vont rester à droite et vont essayer au sein de la droite de faire vivre cette idée sociale en disant oui, nous soutenons Georges Pompidou, Valéry Giscard d'Estaing, Jacques Chirac, mais nous voulons auprès d'eux développer l'importance que la droite doit être aussi une droite sociale, doit parler aux travailleurs, aux ouvriers. Et vous avez des noms comme Philippe de Chartres, Gilbert Grandval, Philippe Séguin, Christian Poncelet, qui sont des personnalités qui ont contribué à structurer ce discours. Et puis, de l'autre côté, vous avez des personnalités qui vont se radicaliser, vont estimer que Jacques Chirac a mis fin à l'aventure gaulliste, que le parti n'est plus à abandonner les oripeaux du gaullisme, et donc l'aventure gaulliste doit se poursuivre ailleurs. Quelqu'un comme Léo Hamon, qui a été porte-parole de Georges Pompidou, finit sa vie politique pendant les municipales de Paris en soutien à la gauche socialiste et communiste. Quelqu'un comme Jean Charbonnel, qui a été ministre du général de Gaulle, donc ministre du général de Gaulle, ministre de Georges Pompidou, on parle là aussi d'une personnalité qui a eu un rôle important dans la vie du parti gaulliste et dans la vie du gaullisme. Lui va carrément participer au programme commun de la gauche, quand dans les années 70, les différents partis de gauche s'unissent autour d'un programme commun. Et vous avez des gaullistes qui participent à cette aventure en disant finalement ce programme commun n'est-il pas plus respectueux du legs du général que ne le sont le programme libéral du jeune RPR qui vient d'être créé en 1976 par Jacques Chirac. Donc, c'est de là, et c'est dans cette époque et dans ce climat qu'apparaît ce mot de gaullisme social. Et puis, il a un petit peu perdu de son sens. Il est devenu, avec le temps, les époques, le synonyme finalement d'une sorte de point d'équilibre. Gaullisme social, c'est ce qui allie le gaullisme, le meilleur de la droite, le général de Gaulle, et puis social, cette petite tendance de gauche qui nous rappelle l'héritage français, la Révolution, le Front populaire, le Conseil national de la résistance. Et donc, ce mot de gaullisme social a été galvaudé. Il est passé de les opposants de gauche à une droitisation du gaullisme,
à Mmh. finalement les tenants d'un équilibre politique un petit peu parfait et l'appropriation politique de ce mot de gaullisme social par de très nombreuses personnalités politiques françaises. Aujourd'hui, vous avez aussi bien le Premier ministre, Jean Castex, le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, des personnalités de droite qui ont rallié la Macronie, que des personnalités qui sont restées à droite. Quelqu'un comme Xavier Bertrand se réclame de ce gaullisme social. Récemment, la candidate à l'élection présidentielle, Valérie Pécresse, s'est dite à la fois libérale et gaulliste sociale. Donc, c'est un mot qui est repris par de très nombreux candidats. Et puis, ce mot de gaulliste social est aussi pris par des gens comme Nicolas Dupont-Aignan et même à gauche. Quelqu'un comme Mmh. Arnaud Montebourg, à l'époque où il était candidat à l'élection présidentielle, ou Chevènement avant lui, tous ces gens ont repris ce vocable de gaullisme social. Et finalement, dans l'opinion publique, il a un peu perdu de son sens. Et il est devenu une sorte de formule magique. Finalement, être gaulliste social, c'est avoir trouvé le juste équilibre politique entre la droite et la gauche. Quand on emploie ce terme aujourd'hui, est-ce que c'est pour être dans la filiation de la personnalité du général ou de ses idées vraiment? Oh, je pense que c'est plutôt, quand on se dit gaulliste social, c'est une manière de dire, bien sûr que je suis dans le droit lignage du général de Gaulle, mais je n'en oublie pas pour autant les questions sociales. C'est Mmh. aussi lié à une réécriture, une révision de l'histoire a posteriori. Tout le monde a oublié les aspérités politiques du général de Gaulle, les désaccords. Il reste aujourd'hui, je dirais, deux grands désaccords qui clivent encore la vision qu'on a du gaullisme. Le premier, c'est le sort de l'Algérie française que Mmh. beaucoup ne lui ont pas pardonné jusqu'à aujourd'hui en 2022. Et le second, c'est mai 68, qui est pour de très nombreuses personnes le révélateur d'un conservatisme très fort du gaullisme, d'un ancrage dans le passé, et finalement l'idée que le général de Gaulle a été chassé par un peuple français qui ne voulait plus de lui et qui s'inquiétait d'être enfermé dans une forme de passéisme. Et donc, quand on se dit gaulliste, on souffre évidemment de ce double héritage, héritage de l'Algérie, héritage de mai 68, et donc se dire gaulliste social, finalement, c'est une manière de dire oui, je suis gaulliste, mais j'ai aussi en tête que la société est une société qui évolue, qui a besoin de liberté, qui a besoin de transparence, qui a besoin d'amortisseurs. Et donc, ça répond à ce paradoxe du gaullisme qui est le retour plébiscité du général de Gaulle et en même temps son départ après le référendum de 69 au lendemain de la crise de mai 1968. Vous avez parlé des différentes étapes de la construction du gaullisme après la mort du général. Est-ce que la présidentielle de 1981 et donc l'accession au pouvoir de François Mitterrand a marqué un tournant? Oui, alors ça l'a marqué à plusieurs titres. D'abord, la division de la droite entre voilà, Giscard d'Estaing, le président sortant, Jacques Chirac, mais il faut le rappeler aussi Michel Debré, un des pères fondateurs de la Mmh. Ve République. La multiplication des candidats à droite a montré finalement que la valeur unitaire du gaullisme, c'est-à-dire le gaullisme, c'était l'idée du rassemblement du peuple français. Et donc l'éclatement, la multiplication des candidatures a fragilisé cette idée gaulliste. Il n'y a plus en 1981 de chef incontesté de la droite. Il y avait déjà plus vraiment en 74, puisqu'on l'a évoqué il y a Mmh. quelques instants, Chaban et Giscard s'étaient opposés. Mais en 81, c'est vraiment l'achèvement de ce mythe unitaire de la droite française derrière son chef. Ensuite, effectivement, la gauche qui avait été très durement attaquée par la droite au moment du programme commun. Et, on retrouve des discours, des articles de presse qui sont incroyablement violents, hein, qui montrent l'inquiétude de ce retour au pouvoir de la gauche. C'est un schisme politique. C'est la première fois depuis 1958 que la gauche arrive au pouvoir. Et donc, ça force le gaullisme et la droite française à entrer dans une nouvelle culture politique qu'elle ne connaît pas, qui est la culture de l'opposition politique. Ça n'est plus la culture du gouvernement, c'est la culture de l'opposition parlementaire, de l'opposition politique, de l'opposition médiatique. Et le troisième grand changement, c'est en effet que la gauche va mettre en place un programme social et la droite, en particulier la droite gaulliste et la droite chiracienne, va se rendre compte que si François Mitterrand a gagné, c'est finalement qu'un certain nombre de Français, qu'une majorité de Français aspirent à des réformes sociales, aspirent à des réformes économiques. Et donc, en 1986-88, pendant la première cohabitation, la droite, de retour au pouvoir, va évidemment mener une politique de privatisation, celle d'Édouard Balladur, mais elle va aussi mener une politique sociale, notamment derrière Philippe Séguin, qui sera un des grands porte-voix. Et après son deuxième échec en 88, la droite va véritablement se questionner. Est-ce que finalement la droite peut continuer
à avoir un discours public, avoir un discours politique qui ne prenne pas en compte les attentes des Français qui votent donc à gauche aux élections présidentielles. Et le génie de Jacques Chirac en 1995, qui l'amène à l'Élysée, c'est sur le conseil de personnalités comme Philippe Séguin, Henri Guénaud, un certain nombre de parlementaires, parmi lesquels François Fillon, qui à l'époque fait partie de cette jeune garde séguiniste autour de l'ancien député maire d'Épinal. Ces gens-là vont conseiller à Jacques Chirac de développer le discours dit de la fracture sociale, c'est-à-dire que la droite doit aussi proposer un discours social, et c'est ce qui fera gagner en 1995 Jacques Chirac. C'est ce qui lui fera gagner d'abord face à son adversaire de droite, Édouard Balladur, et puis c'est ce qui lui fera gagner surtout au second tour l'élection présidentielle, et donc l'amènera à l'Élysée. À propos de la présidentielle de 81, j'y reviens parce que vous avez une phrase où vous décrivez l'attitude des gaullistes de progrès ou des gaullistes de gauche, et vous dites qu'ils se divisèrent en fait entre défenseurs de l'héritage gaulliste, donc les gaullistes historiques, disons, les nouveaux chiraciens de gauche, les giscardiens de gauche, les gaullistes mitterrandiens. Est-ce que, à partir de ce moment-là, la référence à De Gaulle va être un peu effacée par finalement l'adhésion ou l'opposition au chef du parti en place ? Ce qu'il faut se rendre compte, c'est que le parti chiracien, à partir de 1976, lorsque Jacques Chirac crée le RPR, efface progressivement la référence au général de Gaulle. Et il y a déjà un certain nombre d'articles, de livres qui ont été faits. Je pense notamment à une consoeur, Florence Hegel, qui avait écrit un livre sur l'image du général de Gaulle dans l'histoire du parti gaulliste, et qui s'est notamment intéressé à ça en expliquant comment en 1976, Jacques Chirac avait fait enlever un certain nombre de symboles du gaullisme, des affiches, des logos, un certain nombre de références des discours, et comment en 81, lorsqu'il s'oppose à Giscard et donc il a besoin de se démarquer de lui, il utilise ces références, il réinvestit la mythologie du gaullisme. La croix de Lorraine reparaît sur l'emblème du parti. Et ça s'explique aussi parce qu'il a pour challenger dans son propre camp, dans son propre famille politique, Michel Debré, l'un des anciens premiers ministres du général de Gaulle, le père fondateur de la Ve République. Donc, cette imagerie, cette mythologie gaulliste qui avait été mise un petit peu entre parenthèses entre 74, 76 et jusque 81, reparaît complètement en 80, et le nom du général de Gaulle, la mémoire du général de Gaulle, l'inquiétude que le régime créé par le général de Gaulle passe à gauche, est dans toutes les bouches et dans tous les articles de l'époque. Alors, vous l'avez rappelé, en effet, à l'époque, la grande famille du gaullisme social est bien éclatée, et en fait, c'est un maquis de clubs, de petits mouvements, de petits groupes qui se rattachent à telle ou telle personne. Il y a ce qu'on appelle les gaullistes de progrès, ceux qui sont derrière Jean Charbonnel, qu'on a évoqué un peu plus tôt, qui a créé une fédération des républicains de progrès. C'est pour ça qu'ils ont ce nom de gaullistes de progrès. Mais c'est la même histoire. C'est des hommes de droite qui ont une origine gaulliste, qui se disent il faut être prêt au nom du progrès à travailler avec la gauche. Et puis vous avez de l'autre côté les gaullistes de gauche, les chiraciens de gauche, qui eux sont dans le parti chiracien, qui sont des soutiens de Jacques Chirac, mais qui animent cette tendance gauche, cette tendance sociale de la droite. Et puis, vous avez une troisième catégorie que moi j'ai appelée les gaullistes mitterrandiens, ce qui a fait sourire d'ailleurs certains de mes amis ou de mes collègues en lisant cette appellation, mais c'est pour moi ceux que j'ai classés dans la catégorie de ces gaullistes qui avaient eu à un moment un parcours de vie, un engagement politique, résistant, militant, ministériel avec le général de Gaulle, et qui sont allés au bout de leur démarche de rapprochement avec la gauche en entrant au gouvernement, en rejoignant François Mitterrand. Et je pense à deux parcours qui ne sont pas anodins. Quelqu'un comme Michel Vauzel, qui a été plus tard dans sa vie président du conseil régional PACA, qui a été ministre de François Mitterrand, porte-parole du PS. C'est quelqu'un qui commence sa vie politique comme président des Jeunes avec Chaban pendant la campagne présidentielle 1974. Donc quelqu'un dont on ne peut pas douter du gaullisme originel, et qui a eu ensuite toute une carrière politique à gauche. Quelqu'un comme Michel Jobert, directeur de cabinet de Georges Pompidou, son secrétaire général à l'Élysée, son dernier ministre des Affaires étrangères 73 à 74. Quelqu'un dont on ne peut pas douter de l'engagement politique à droite et dans la famille gaulo-pompidolienne. Et bien voilà quelqu'un qui rallie François Mitterrand en 1981 et qui devient son ministre. Donc ça montre la perméabilité, la porosité entre la droite et la gauche. Beaucoup de commentateurs se sont interrogés en 2017 sur la fin de ce clivage gauche-droite avec le en même temps du président de la République, la construction d'une victoire sur la base d'un grand centre qui rassemblait la gauche, la droite et le centre.
En réalité, cette porosité entre la gauche et la droite, elle a des origines bien plus anciennes. Et finalement, si vous me permettez le rapprochement, il y a quelque chose de très gaulliste social dans le même temps. L'idée du dépassement des clivages politiques, l'idée de prendre le meilleur de la droite et le meilleur de la gauche, qui était une idée du général de Gaulle, nourrit évidemment la dynamique du en même temps de notre président de la République, Oui. lorsque il veut aller chercher le meilleur de la gauche et le meilleur de la droite au service d'un programme de progrès national. Alors, ce sont des choses complètement différentes, ce sont des hommes aux origines, aux parcours, aux engagements politiques différents, mais ça montre que on peut trouver dans l'histoire d'autres moments, et peut-être même qu'on pourrait en trouver avant encore. Moi, je suis spécialiste du gaullisme, et peut-être qu'un spécialiste de la Quatrième République vous évoquerait la figure de Pierre Mendès France avec la même réflexion. Donc ça montre que finalement, il y a toujours eu dans l'histoire de France, et le général de Gaulle en a été une des très fortes incarnations, des gens qui ont mis de côté le régime des partis et les vils intérêts politiciens, pour reprendre une formule du général de Gaulle, pour au contraire se donner pour objectif le bonheur, la réussite du pays, sa grandeur internationale et son succès dans tous les domaines. Vous venez d'évoquer la politique politicienne. On a aujourd'hui une image magnifiée du général de Gaulle, mais lui ne se livrait jamais à ce genre de petites phrases ou de politique politicienne, justement. Alors, il avait autour de lui des gens qui le faisaient pour lui. C'est Des porte-flingues, on appellerait ça aujourd'hui. on dirait des porte-flingues, vous avez tout à fait raison, l'expression est appropriée et peut-être même d'autant plus appropriée que il y a eu aussi une face sombre du gaullisme et donc il faut pas tomber dans le rêve ou le fantasme d'un gaullisme parfait, heureux, brillant, sans adversaire. Au contraire, il y a eu aussi une face sombre du gaullisme, les dossiers Focard, la France-Afrique, les liens avec les barbouzes, la compromission de certains députés au cours de leur mandat dans différentes affaires immobilières ou politiques. Après le général de Gaulle, le scandale de l'île de Ré, le scandale de la garantie foncière. Donc l'histoire du gaullisme est aussi marquée par des soubresauts néfastes. Ça, c'est le premier élément qu'il faut vraiment avoir en tête. Et c'est d'ailleurs le rôle de l'historien aujourd'hui, par rapport à une vision magnifiée du gaullisme, de dire qu'il y a eu des moments éclatants, brillants, incroyables, mais qu'il y a eu aussi des pages douloureuses, voire très critiquables. Et je crois d'ailleurs que on ne peut, lorsqu'on est historien, s'enthousiasmer de certaines heures ou histoires du gaullisme que si on a aussi le courage de révéler ces histoires moins enjolivées. Alors, est-ce que le général de Gaulle descendait de l'arène, faisait de la politique politicienne? On a longtemps dit qu'il ne s'intéressait pas du tout à la politique. Au contraire, on a maintenant, avec la parution des mémoires, des archives d'un certain nombre de personnes, une connaissance plus fine de son rapport à la politique, à la géographie politique. Et on sait, par exemple, grâce aux mémoires de Jacques Faucard, qui a été le secrétaire général à l'Élysée aux affaires africaines et malgaches, mais qui a aussi été l'homme qui, de 58 à 74, assurait les relations entre l'Élysée et le parti gaulliste. On sait que le général de Gaulle avait une très fine connaissance de la carte électorale. Il savait quel était tel ou tel élu, quel était tel ou tel député. Et il avait un avis très tranché sur le fait de le soutenir ou non. Donc, il n'a pas délaissé le sujet politique et la question de la cartographie électorale, qui je soutiens, qui j'élimine politiquement, à d'autres, au contraire, ils suivaient ça très activement. Et il faut lire d'ailleurs à ce sujet l'extraordinaire biographie qui a été faite de lui par un historien étranger, Andrew Jackson, qui raconte comment, sous la Quatrième République, le général de Gaulle se rendait en déplacement dans les villes et pique-niquait sur le bord de la route avec l'élu du coin, en écaillant ses œufs et en mangeant son sandwich au jambon. Donc, il y avait chez le général de Gaulle une très grande simplicité qui était alliée à une très grande connaissance des hommes, des histoires et des anecdotes. Et en même temps, revers de la médaille, le général de Gaulle, revers de la médaille, façon de parler, le général de Gaulle n'a jamais voulu se salir les mains à faire des sales coups, à se débarrasser de telle ou telle politique. Il s'est toujours tenu au-dessus de cela. Et ça participe finalement à l'image qu'on a aujourd'hui de lui, qui est l'image d'un homme au-dessus des partis, au-dessus des confrontations, au-delà des règlements de compte, parce que des hommes autour de lui ont pour lui mis en œuvre ses politiques, réglé les différends, et ils sont souvent oubliés, mais ils ont eu en fait un rôle essentiel. Et par exemple, je reviens une dernière fois dessus, mais parce que ces mémoires sont éclatants de vérité et vraiment intéressants à lire. Et
je le conseille à vos auditeurs, les mémoires de Jacques Foccart racontent comment il rendait compte scrupuleusement et à intervalles très réguliers au général de Gaulle de tout ce qu'il faisait pour lui. Donc, le général était informé, souvent ne répondait pas, haussait le sourcil, ce qui voulait dire qu'il avait entendu et compris, mais ne s'en mêlait pas. Et pour autant, il savait très bien ce que son entourage faisait, et il savait que pour que le pays tienne, il fallait que chacun joue son rôle. J'avais une question, alors un peu anecdotique, mais avec donc De Gaulle placé sur ce piédestal, à partir de quand sa tombe à Colombey-les-Deux-Églises devient l'objet d'un pèlerinage annuel? Après la disparition du général de Gaulle, Tout de suite après? tout de suite après, en fait, donc le général de Gaulle possédait une résidence privée, la Boisserie, Hmm. et la question s'est rapidement posée, fait-on ou non un monument? Alors le général, dans ses dernières volontés, avait demandé à être enterré dans la plus grande sobriété, pour ne pas qu'il y ait de récupération politique finalement de son décès et de l'image qu'il avait laissée. Et en même temps, pardon. En même temps, très rapidement, l'édification de la croix de Lorraine par ses successeurs a créé un véritable pèlerinage politique avec des dizaines de milliers de personnes qui venaient chaque année d'abord se recueillir sur la tombe du général de Gaulle. Les premières générations qui viennent sont plutôt des personnalités qui viennent se recueillir. On y va au terme d'un parcours, d'une carrière pour rendre hommage à l'homme qui était le général de Gaulle. Et puis, à partir des années 80, 90, le pèlerinage à Colombey-les-Deux-Églises du 9 novembre, date anniversaire de la disparition du général de Gaulle, 9 novembre 70, est devenu un instrument, politique. Et en particulier dans la campagne de 95, vous avez une situation croquignolesque où le Premier ministre Édouard Balladur, Premier ministre de la seconde cohabitation, se rend à Colombey le matin avec certains ministres, et Jacques Chirac s'y rend l'après-midi avec d'autres, ainsi que le fils et le petit-fils du général de Gaulle. Donc il y a eu véritablement, à partir des années 90, une utilisation politique, une transformation politique du pèlerinage à Colombey, qui est passé d'un pèlerinage historique, mémoriel, à un pèlerinage politique. Et sans vouloir être trop critique, les nombreuses déambulations qu'il y a eu à Colombey cette année montrent une volonté d'accaparation du sujet de toutes parts. Et les commentaires ont plu sur certaines personnalités qui veulent récupérer l'image et le bénéfice de l'image du gaullisme pour eux-mêmes, alors que leur parti, leurs propos, leur orientation sautent au contraire de tout ce qu'était le général de Gaulle. Et je cible, pour être très clair, en particulier l'extrême droite et nominativement Marine Le Pen, qui d'ailleurs n'a pas pu s'y rendre, tant les historiens, la famille, les spécialistes du sujet, mais aussi l'opinion générale a compris l'œuvre de récupération politique qu'il y avait derrière cette venue à Colombey. Et c'est la raison pour laquelle elle a commémoré cette disparition du général de Gaulle ailleurs, dans une autre ville. Et il y a en tout cas, je reviens dessus, mais un devoir citoyen aussi de l'historien qui est pas simplement là pour éditer une synthèse d'archives. Il est aussi là pour rappeler les choses et pour être une sorte de gardien de la mémoire. Donc, quand moi j'entends à titre personnel les représentants d'un parti qui s'est composé à partir de miliciens, d'anciens collaborateurs de Vichy, d'ultras de l'Algérie française qui ont essayé d'assassiner le général de Gaulle, et donc les héritiers de ces gens-là et du parti qu'ils ont créé vouloir finalement se trouver une nouvelle virginité politique en récupérant l'image du général de Gaulle, ça ne peut que me mettre en colère, à la fois l'historien mais aussi le citoyen que je suis. Dans cette même veine de récupération, quel que soit le sujet aujourd'hui, on trouve toujours quelqu'un pour poser la question qu'aurait fait le général de Gaulle aujourd'hui. Ça doit vous énerver aussi, non? Alors, je ne voudrais pas faire croire à vos auditeurs que je suis un homme en colère. Non, non. Non, mais il est vrai que entendre ici et là dans toutes les émissions, et d'ailleurs moi, on m'a posé la question dans différentes émissions, radio, télé, qu'aurait fait le général de Gaulle en telle situation. Je crois que c'est une question à laquelle on ne peut pas vraiment répondre. Pourquoi? D'abord parce que le général de Gaulle, c'est un homme de circonstances. C'est un homme de principe, on en a rappelé quelques-uns, mais c'est aussi un homme de circonstances, et il décide de sa politique, il la met en œuvre en fonction des circonstances. Et les circonstances de la vie du général de Gaulle ne sont pas celles d'aujourd'hui. Le général de Gaulle aurait-il pu imaginer le monde moderne dans lequel nous vivons, les enjeux qui sont les nôtres? Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut plus parler du général de Gaulle. Il a laissé des orientations, des principes fondamentaux qu'on peut encore appliquer aujourd'hui. Le principe de grandeur.
La France doit rester à la table des relations internationales, elle n'est pas une puissance secondaire et elle doit jouer un rôle parce qu'elle a une mission multiséculaire, héritée de la Révolution, c'est l'héritage des Lumières, et donc elle doit, dans les affaires du monde, jouer un rôle. Bon, ça c'est un principe qui peut encore être appliqué aujourd'hui à la diplomatie et à la géopolitique. Maintenant, le général de Gaulle aurait-il été pour ou contre la taxation des géants du numérique? Le général de Gaulle aurait-il été pour ou contre la promotion des tiers-lieux? Vous voyez bien que ce sont des questions c'est auxquelles anachronique. on n'aurait pas pu répondre. Alors, derrière l'image du général de Gaulle, souvent, on questionne aussi ses principes de probité et finalement l'image politique qu'il a laissée. Quand on dit campagne présidentielle 2017, le général de Gaulle se serait-il présenté s'il avait été mis en examen? La question, c'est pas qu'aurait fait le général de Gaulle à la place de tel ou tel candidat. La question, c'est le général de Gaulle était un tel modèle de probité politique. Je rappelle quand même qu'il avait fait installer un compteur électrique pour payer sa propre électricité de sa résidence privée à l'Élysée. Ce qui est quand même ce qui dit quelque chose du rapport de cet homme-là au service public, à l'intérêt national, aux deniers publics. Et donc, les questions qu'on peut se poser, c'est finalement, est-ce que le modèle politique, le modèle de l'homme politique et le modèle du parti politique de l'époque du général de Gaulle a-t-il disparu ou existe-t-il encore? Et là, je parlais tout à l'heure de la phase sombre du gaullisme. Il ne faut pas oublier qu'a existé aussi un système de police parallèle, avec les gros bras du parti gaulliste qu'on appelait le service d'action civique, le SAC, qui a fini par être dissous, tant il avait eu des excès de violence allant jusqu'à des rackets et des meurtres. Donc, il ne faut pas surinterpréter ce qu'a pu être le gaullisme politique. Ça a été vraisemblablement un grand moment national, parce que ce retour au pouvoir du général de Gaulle, ces 10 ans de transformation du pays, les fameuses 30 glorieuses que Jean Fourastier a si bien définies, mais ça a eu aussi, et c'est finalement toute la complexité du gaullisme, des heures sombres, des moments difficiles, des moments honteux aussi, qu'on n'aime pas forcément toujours rappeler, et le gaullisme, c'est tout ça à la fois. Et votre livre s'arrête en 1995 et l'élection de Jacques Chirac. Pourquoi ne pas avoir poursuivi? Est-ce que l'histoire après est trop récente? Alors oui, moi j'ai souhaité, en tant qu'historien, et dans ce livre, mobiliser de nombreuses sources, des archives personnelles, des archives publiques, des archives nationales, des archives de la défense, des archives des ministères, rencontrer aussi un certain nombre de personnes. Le livre se base sur un certain nombre d'entretiens avec des contemporains, pour certains que j'avais rencontrés il y a quelques années, pour d'autres qui ont accepté il y a quelques mois encore de témoigner dans le cadre de ce livre. Et je trouve, c'est d'ailleurs comme ça que je conclus le livre, qu'il faut avoir une distance objective pour pouvoir commenter les faits. Et 1995, c'était il y a moins de 30 ans. Je trouve qu'il était difficile pour l'historien que je suis de commenter l'actualité post-1995 sans avoir un regard biaisé, un regard subjectif. Et par loyauté envers mon lecteur, je ne voulais pas lui donner ce regard biaisé. Je voulais être en capacité de produire un livre qui avait une rigueur historique non critiquable. Ça, c'est le premier point. Puis le deuxième point, c'est que cette date de 1995, elle correspond aussi à une étape de l'histoire du gaullisme et de l'histoire du gaullisme social. C'est à la fois le retour de la droite au pouvoir avec la victoire présidentielle de Jacques Chirac et en même temps l'échec du gaullisme social qui a porté Jacques Chirac au pouvoir. On a parlé tout à l'heure du discours de la fracture sociale, mais Jacques Chirac choisit à Matignon Alain Juppé et pas Philippe Séguin. Donc un libéral plutôt qu'un gaulliste social. Et ça marque finalement l'essai manqué, au sens rugbystique du terme, l'essai manqué du gaullisme social qui n'a pas été transformé. Et Philippe Séguin, ensuite, va progressivement se détacher de Jacques Chirac et de la vie du parti gaulliste. La rupture est consommée en 97 et est d'autant plus dure en 2002. Et donc, dans la conclusion du livre, que je ne voudrais pas spoiler ou divulgacher, comme il faut dire en français, aux auditeurs, je parle un petit peu de la campagne présidentielle de 2002. Et vous avez évoqué notamment tout à l'heure Jean-Pierre Chevènement, ministre de François Mitterrand, grande personnalité de gauche, qui, lorsqu'il se présente à l'élection présidentielle de 2002, réunit autour de lui un certain nombre de gaullistes sociaux. Mais
il n'aura jamais la force d'attractivité que d'autres à droite ont pu avoir avant lui. Et finalement, ce ralliement à Jean-Pierre Chevènement des gaullistes sociaux en 2002 est une sorte de dernier soubresaut du gaullisme. Moi, je Mmh. parle dans ma conclusion de mort clinique. Mmh. Pourquoi je parle de mort clinique? Parce que je suis persuadé que le gaullisme social n'est pas mort en 95 comme il n'est pas mort en 2002, mais il est tombé dans une sorte de coma. Il peut se réveiller à tout moment si tant est qu'un homme ou une femme politique s'en saisisse, le revitalise, lui redonne une importance dans la vie politique française et donc charge sur la base de ce constat et de ces quelques mots aux historiens futurs dans 15 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, pourquoi pas de prolonger ce livre, d'aller au-delà de 95, de décortiquer l'élection présidentielle de 2002, de se demander qu'ont fait les gaullistes sociaux en 2007, en 2012, en 2017, et de s'interroger sur la capacité qu'a eu ou non une personnalité à reprendre ce flambeau. Pour terminer, Pierre, je sais que vous êtes un grand fan de la bande dessinée Blake et Mortimer, et, et j'ai cherché sur Internet s'il y avait une référence à De Gaulle dans certains des albums, et j'en ai trouvé une. Est-ce que vous sauriez laquelle? Oui, alors je vois que vous avez bien fait la préparation de cette émission parce que je suis en effet un fan de cette bande dessinée de P. Jacobs et puis qui a été reprise depuis de nombreuses années par d'autres scénaristes et dessinateurs. Alors je ne saurais pas de tête vous dire l'album, mais j'ai en effet souvenir que dans l'une de leurs aventures où le professeur Mortimer se promène dans le temps, il arrive dans le Exactement. futur, il réécoute des enregistrements passés, il ne sait pas vraiment à quelle époque il est, et il entend un journaliste qui raconte le défilé du général de Gaulle sur les Champs-Élysées. Si je veux me prêter et prendre un risque, et vous me corrigerez, je me demande si c'est pas dans le piège diabolique. Si, bravo. Voilà, et dans le piège diabolique où le professeur Mortimer découvre une machine à le temps, à voyager dans le temps, créée par un de ses adversaires, Milok. Oui. Mais la machine est truquée, le professeur se retrouve propulsé au 51e siècle et il ne s'en rend pas tout de suite compte. Et c'est effectivement, je vois très bien la planche en écoutant un vieil ordinateur qu'il arrive à rallumer, qui diffuse des discours et il entend un journaliste commenter la descente du général de Gaulle sur les Champs-Élysées. Voilà. Oui, c'est ça, il y a un ectoplasme dans une planche qui dit nous avons peut-être perdu une plouf plouf wouf, mais pas la plotch newf crack. Et donc on a compris que c'était une référence au discours du 18 juin 40. La France a perdu une bataille, mais pas la guerre. Mais bravo, vous m'avez impressionné. Donc, un album qui était sorti en 1960-1961, donc juste après le retour du général au pouvoir. Merci beaucoup, Pierre Mananti, d'avoir accepté cette invitation. Eh ben, merci à vous pour votre accueil et pour votre invitation aujourd'hui à débattre avec vous sur ce beau sujet. J'espère avoir donné à vos auditeurs, pourquoi pas, l'envie d'acheter ce livre et d'en savoir plus sur l'histoire du gaullisme social que ce qu'on a pu se dire aujourd'hui. Et puis, de manière générale, l'intérêt à continuer de lire et d'apprendre sur le gaullisme dont on connaît finalement encore pas tous les aspects. Et de nombreux autres historiens écrivent régulièrement sur ce thème. En tout cas, il me semble important d'y contribuer à l'heure où ce mot de gaullisme et cette notion de gaullisme a encore une importance si grande dans notre vie politique. Je rappelle justement le titre de votre livre, Histoire du gaullisme social, c'est paru chez Perrin. Quant à moi, je vous remercie de nous avoir suivis et je compte sur vous pour commenter, vous abonner sur votre appli de podcast favorite et sur les réseaux sociaux, faire partager l'émission. Et je vous donne rendez-vous pour un prochain épisode. À bientôt!